bienvenue sur le plateau de la matinale de TV Vendée. Heureux de vous retrouver dès ce début de journée. Nous sommes le jeudi 1er février 2024 et nous allons commencer par les titres, ce qui nous attend durant cette demi-heure. Nous reviendrons sur la colère des agriculteurs. Il a sûrement fallu s'armer de patience sur les routes de Vendée. Hier, 1000 tracteurs se sont réunis à La Roche-sur-Yon. La FDSEA et les JA avaient lancé un appel à la mobilisation devant la préfecture. La production doit malgré tout continuer. Nous sommes allés à la rencontre de l'un d'entre eux, un des agriculteurs dans le sud Vendée, pour découvrir son quotidien. Il est question également de pauvreté, quelques chiffres à vous donner dans quelques instants concernant la Vendée. Sachez que c'est le département le moins pauvre de France. C'est chez nous que le taux est le plus bas. Au programme dans la deuxième partie de cette édition, le traditionnel plus de l'info. Nous parlons environnement avec Bienvenue au jardin, Issa Pasti, Mon jardin et moi. Et bien sûr, l'extrait du jour. Il est question de Mageco aujourd'hui. Le jeu, c'est La Petite Soupe. Notre partenaire, La Petite Soupe, ils sont basés du côté de Némy et c'est un coffret qui vous est offert cette semaine. La boîte qui fait miam. Ce sont essentiellement des produits locaux et de saison, mais il y a une condition, ce sera de répondre correctement à la question qui arrive dans quelques instants avec le 4e indice qui pourrait vous aider. La météo avant tout ça, avec ces nuages épais qui dominent sur quasiment toute la Vendée dès ce début de journée. De très légères éclaircies, très petites éclaircies timides sont possibles dans le sud Vendée. Au lever du jour, le mercure repart à la hausse, globalement entre 9 et 10 degrés. Cet après-midi, sous un ciel encore gris, quelques gouttes sont possibles, notamment dans le nord de la Vendée. Ça restera très localisé néanmoins. Température plutôt douce puisque nous aurons au meilleur de la journée 12 degrés en moyenne sur l'ensemble du département. Coup d'œil vers les marées. Celle-ci nous dit que la pleine mer est passée tout à l'heure à 8h04. La suivante est prévue ce soir à 20h28. Entre les deux, vous le voyez, il y a la basse mer en milieu d'après-midi à 14h40. Coefficient marée 59,55. Venons-en à la carte des marchés maintenant. Il y en a un peu partout le jeudi en Vendée. Tout est plutôt bien réparti. On peut aller dans le nord-ouest à Beauvoir-sur-Mer, plus à l'est à Saint-Mémin et Pouzauges. La Roche-sur-Yon pour le centre, Mouzeuil-Saint-Martin au sud. Sur le littoral, il y a le choix, les Sables d'Olonne, Bretignolles-sur-Mer ou encore Talmont-Saint-Hilaire. Nous sommes le jeudi 1er février 2024 et le 1er février, nous souhaitons bonne fête aux Hula, Brigide et les Kini. C'est la semaine mondiale de l'harmonie interconfessionnelle, moyen de promouvoir l'harmonie entre toutes les personnes indépendamment de leur foi, promouvoir également la culture de la paix et de non-violence. Coup d'œil vers le ciel pour vous dire que le soleil va se coucher ce soir en début de soirée à 18h09. On est bon pour les infos pratiques, place au journal. Et vous l'avez peut-être ressenti si vous êtes du côté de Maillé, la terre a tremblé hier soir aux alentours de 23h de magnitude 3 sur l'échelle de Richter. Les pompiers de Vendée n'ont cependant pas signalé de dégâts particuliers. Ce mercredi donc a marqué le 9e jour de mobilisation des agriculteurs dans notre département et dès la fin de matinée, 1000 tracteurs se sont réunis à La Roche-sur-Yon. C'était le premier rassemblement départemental à l'appel des syndicats majoritaires, la FDSEA et les JA. 5 convois étaient partis simultanément de Chaland, des Sables d'Olonne, des Herbiers, de Montaigu-Vendée et de Fontenay-le-Comte jusqu'à la préfecture. Colline Davy et Mathis Pires étaient sur place. Ils étaient 1000 tracteurs stationnés sur tout le Pentagone de La Roche-sur-Yon avant de rejoindre le cœur de la manifestation en face de la préfecture. Pour certains venus des 4 coins de la Vendée, ils se sont levés très tôt ce matin. Une mobilisation justement qualifiée d'historique par le représentant des jeunes agriculteurs présents aujourd'hui. Le président de la FDSEA 85, le représentant des jeunes agriculteurs et le préfet ont pris la parole à tour de rôle et si les annonces de Gabriel Attal ne sont pas suffisantes, ils ne lâcheront rien, ont-ils indiqué, avant de rajouter qu'ils attendent des réponses claires pour toutes les agricultures et tous les territoires. Le Premier ministre, justement, doit s'exprimer demain à ce propos. Son discours sera décrypté par les syndicats majoritaires et la suite de la mobilisation dépendra des annonces. La suite, ça va être d'attendre demain les annonces du gouvernement et du Premier ministre ou du ministre de l'Agriculture. On doit faire l'analyse et puis simplement de voir si elles sont satisfaisantes. Et si elles ne le sont pas, je pense qu'il faudra qu'on durcisse, comme je vous disais, et peut-être pourquoi pas un mouvement plutôt régional.
Vous allez monter à Paris ? Pour le moment, on laisse Paris entre guillemets au bassin parisien. C'est eux qui sont le plus efficaces et le plus proche. C'est une idée que forcément on a en tête. On n'espère pas en arriver jusque-là, mais s'il faut, on ira. Le rendez-vous d'aujourd'hui était donc primordial pour faire entendre les revendications. Les agriculteurs vendéens attendent une réponse du Premier ministre en accord avec les problématiques régionales. Un autre collectif s'était rassemblé la veille, mardi, devant la préfecture, la Confédération paysanne. Le préfet les avait rencontrés. Hier matin, c'était au tour de la FDSEA et des jeunes agriculteurs. Nous lui avons tendu le micro. L'objectif était de laisser, vous l'avez bien compris, l'expression du monde agricole, donc exprimer ses difficultés. Donc c'est pour ça qu'on a accompagné le mouvement, on peut le dire, les consignes étaient très claires, de faire en sorte que ça se passe bien et respecter aussi l'ordre public, c'est de ne pas s'en prendre aux personnes ou aux biens. Donc jusqu'à maintenant, ça s'est très bien passé. Et comme je l'ai dit, j'invite les agriculteurs à poursuivre dans cette voie. Donc l'objectif, c'est vraiment le Premier ministre l'a dit, c'est de faire en sorte d'entendre les revendications et d'y apporter une réponse le plus rapide possible. Et les agriculteurs étaient donc mobilisés, mais la production doit malgré tout continuer. Certains restent dans leur élevage, comme Hugues, cet éleveur de vaches maraîchines et charolaises, s'est installé depuis plusieurs années à la ferme de Dimry à Trièze. Cyril Guillet l'a rencontré en marge des manifestations pour découvrir son quotidien et la réalité à laquelle il fait face avec son épouse. La ferme de Dimry est implantée au cœur du Marais Poitevin. À sa tête, il y a Sophie Détouche et son mari Hugues. Producteurs de viande bio en élevage extensif, ils font face au quotidien à de nombreuses problématiques, notamment en termes de rémunération. Quand on voit le prix du kilo de viande qui part de notre ferme et quand on voit à quel prix après c'est vendu aux consommateurs, le delta est énorme. C'est là où on peut comprendre le mouvement actuel. Et pour pouvoir tirer des revenus décents sur la vente de sa viande, il nous dit qu'il faudrait que son prix de vente soit revalorisé d'au moins un tiers. Mes bœufs bio, au bout de 5 ans, s'ils partent au prix d'une vache de réforme conventionnelle, c'est une catastrophe, parce que je l'aurais nourri pendant 5 ans. En France, selon l'INSEE, en 2021, 18% des agriculteurs vivent sous le seuil de pauvreté et 50% des exploitations agricoles touchent en moyenne 22 200 € par an et par foyer. Les plus mal lotis sont les éleveurs notamment d'ovins, avec en moyenne 700 € par mois. Et en ce qui concerne les éleveurs de bovins, le revenu moyen avoisine le SMIC, avec tout de même un taux de pauvreté qui atteint les 25%. Il ne faut pas niveler vers le bas, il ne faut pas faire moins d'écologie, moins d'environnement. Il faut accompagner les gens qui sont en marche, et il y en a beaucoup, vers l'agroécologie, par les pouvoirs publics et des revenus corrects. Il faut vraiment accompagner tous ceux qui sont en chemin vers des pratiques les plus vertueuses. Autre sujet qui impacte directement cet éleveur, l'importation de viande étrangère. On fait venir de Nouvelle-Zélande de la viande ovine, alors qu'il y a des potentiels de développement de l'élevage ovin en France qui pourraient être extraordinaires, vertueux. Il y a des choses qui se font, mais là aussi, on parle d'accompagnement public. Il faut mettre le paquet en termes de filière. A noter que le ministère de l'Agriculture a annoncé qu'au cours de ces 30 dernières années, la rémunération des agriculteurs a baissé de 40%. Et dans le reste de l'actualité, nous parlons de la pauvreté. Sachez qu'en Pays de la Loire, nous sommes plutôt bien lotis. La région a le taux le plus bas en France métropolitaine et c'est la Vendée qui est le département qui s'en sort le mieux avec 8,9% en 2020 alors que la moyenne nationale en est à 14,4%. Il n'en reste pas moins que près de 63 000 personnes sont en situation de pauvreté dont 17 000 enfants sur notre territoire. Nous faisons le point sur les chiffres avec Amandine Rodriguez, chef adjointe du service études et diffusion à l'INSEE Pays de la Loire au micro de Diane Delangle. Et je me trouve à la Chambre des métiers de La Roche-sur-Yon où vient de se dérouler une conférence portant sur le panorama de la pauvreté en Vendée. Pour l'animer, c'est Amandine Rodriguez, chef adjointe du service études et diffusion à l'INSEE Pays de la Loire. Bonjour. Bonjour. Alors expliquez-nous déjà finalement comment est-ce qu'on définit la pauvreté ? Alors la pauvreté, c'est pas si facile que ça à définir parce que c'est quand même un phénomène complexe. La mesure qu'on utilise le plus souvent, c'est la pauvreté monétaire, c'est le fait d'être plus pauvres que la majorité des individus.
Donc ça, c'est la notion qu'on développe le plus. Après, vous avez aussi la pauvreté institutionnelle, le fait de percevoir un minima social. Et la dernière façon de mesurer, c'est la pauvreté en conditions de vie, donc le fait de subir des privations, en fait, de subir plusieurs privations, comme ne pas avoir de voiture à soi, ne pas pouvoir remplacer ses vêtements usés ou ne pas pouvoir recevoir ses amis au moins une fois par mois. Des choses de ce genre-là. Ces différentes formes se recoupent, mais partiellement. D'accord. Et est-ce qu'en Vendée, du coup, on est plus pauvre qu'ailleurs en France ? Alors en fait, la Vendée, c'est le département le moins pauvre de France, puisqu'on a un taux de pauvreté de 8,9%, quand la moyenne nationale est à 14,4%. Et donc la différence est énorme. Oui, la différence est énorme. Toutefois, il faut relativiser parce que ce 8,9% de taux de pauvreté, ça veut dire qu'il y a 63 000 personnes en situation de pauvreté en Vendée, dont 17 000 enfants. Est-ce qu'il y a des types de profils qui se dégagent particulièrement ? Alors oui, dans notre étude, on a dégagé 6 groupes, 6 profils. Les retraités, les personnes qui sont insérées dans l'emploi, tout un tas de profils sur des personnes non insérées dans l'emploi, à vrai dire 4 profils, les moins de 30 ans, les locataires du parc privé, les locataires du parc social et les propriétaires. Donc tous ceux-là sont non insérés dans l'emploi. La majorité, c'est les retraités. Alors, les retraités, oui, sont très présents en Vendée. 37% des personnes pauvres en Vendée sont des retraités. Une dernière question. Quel recul est-ce qu'on a sur ces dernières années ? Est-ce qu'on est de plus en plus pauvre ici ou au contraire ? Alors, en France, depuis le début des années 70, la pauvreté a nettement reculé. Malgré tout, sur les dernières années, on a un niveau de pauvreté qui est plus élevé que ce qu'il était au milieu des années 2000. La présidente de la commission d'enquête qui bouscule le monde du sport, la députée Béatrice Bellamy, a publié un rapport qui dénonce les défaillances dans ce milieu. Paru le 23 janvier dernier, il est le fruit de 6 mois de travail. La parlementaire et ses collègues ont établi 62 actions à mettre en place pour remédier à ce problème. Alexandre Lenaour l'a rencontré lundi à La Roche-sur-Yon. Voici un extrait de cet entretien. C'était l'un de vos objectifs dans ce rapport, vous l'écrivez dans l'avant-propos. Notre premier objectif, c'est de dresser un constat 4 ans après justement ce début de libération de la parole. Quel est donc le constat aujourd'hui ? Cette omerta, ce silence dont on parle, il a été connu dans les années 2000 et encore plus 2020, comme je l'expliquais, mais il est encore présent, on n'en parle pas. Pourquoi ? C'est parce que bien souvent les témoignages, on les fait à l'intérieur du mouvement sportif, au sein de son association, de son club et de sa fédération. Et puis quand on peut avoir quelques pressions extérieures, il y a l'appréhension aussi des représailles. Représailles quand on est sportif, et particulièrement sportif de haut niveau, et puis représailles aussi quand on a vu des choses et qu'on a entendu des choses, parce qu'on peut être aussi salarié. Donc je ne veux pas bien sûr généraliser, mais il faut savoir que ça existe. Et donc il faut continuer, en sachant aussi que ce rapport, ce qu'on souhaite avant tout, c'est de le faire vivre. Je souhaite organiser une soirée ici à La Roche-sur-Yon pour le présenter. On invitera bien sûr le mouvement vendéen. Puis, il ne faut pas seulement que ce rapport il serve à remplir une étagère ou une bibliothèque. Il faut absolument qu'il soit connu. Je vous assure que 6 mois de travail, c'est intense. Et vous pourrez retrouver la première partie de cet entretien dans l'émission de 85 Chrono ce soir à partir de 18h45. Et puis une application de covoiturage du quotidien intitulée Caros s'implante du côté de Luçon. Gratuite, elle vous permet d'être plus respectueux de l'environnement tout en faisant des économies et facilite la mobilité, notamment sur les déplacements domicile-travail. C'est le fruit d'un partenariat inédit signé entre la communauté de communes, la région des Pays de la Loire et l'application. L'avantage, c'est aussi de compléter une offre de transport collectif ou encore de permettre une mise en relation avec des covoitureurs. Aujourd'hui, sur le territoire, il y a des difficultés pour trouver des personnes pour aller dans les entreprises. Et une de ces difficultés vient du transport. Ça permet aux gens qui sont déjà dans les entreprises de covoiturer avec leurs collègues et de recevoir de l'argent parce qu'ils sont payés. Et 2, ça va permettre à des gens qui aujourd'hui n'ont pas de solution de transport de venir dans ces entreprises et donc d'augmenter leur employabilité. Et en Sud-Vendée littorale, 85% des déplacements réguliers sont effectués en voiture individuelle. Voilà pour l'essentiel de l'actualité près de chez vous. Place maintenant aux prévisions météo détaillées du jour.
Le ciel se couvre, ces nuages épais qui dominent sur quasiment toute la Vendée dès ce début de journée. De très légères éclaircies sont possibles dans la partie sud, mais resteront vraiment discrètes. Au lever du jour, le mercure repasse globalement à la hausse. 8 degrés à Fontenay-le-Comte, 9 à la Tranche-sur-Mer, à la Roche-sur-Yon, Montaigu-Vendée et Pouzauges, 10 du côté de Chaland, 11 à Saint-Jean-de-Mont et au Sable-d'Olonne. On ira jusqu'à 12 degrés pour Noirmoutier. Cet après-midi, sous un ciel encore gris, quelques gouttes de pluie sont possibles, notamment dans le nord de la Vendée, même si ça restera très localisé. Température plutôt douce, puisque nous irons au meilleur de la journée jusqu'à 12 degrés en moyenne. Demain, même tendance, la matinée sera grise, ce sera peut-être un petit peu mieux dans l'après-midi. Le thermomètre restera doux. Nous entrons dans la deuxième partie donc, de cette édition. Il sera question dans quelques instants de Bienvenue au Jardin, avec sa pastille Mon Jardin et moi. L'extrait du jour, il est question de Mageco aujourd'hui. Et on n'oublie pas le jeu également. Mais avant tout ça, place au plus de l'info. On parle de la maison Sport Santé de Terre de Montaigu. Elle a pour mission d'accueillir les personnes qui souhaitent se mettre ou remettre au sport. Une salariée du comité départemental olympique et sportif assure une permanence hebdomadaire. Ça s'adresse à tout public, du jeune âge jusqu'à la personne âgée, en passant par les personnes qui sont en situation de handicap, qui sont atteintes de maladies chroniques, qui ont une pathologie quelconque ou qui sont envoyées aussi par un médecin parce que parfois en situation un peu d'obésité, parce que ceci, cela, et qui ont besoin de pratiquer une activité physique. Je parle même pas de sport, je parle d'activité physique et sportive. Terre de Montaigu, c'est un territoire qui est très dynamique en matière d'offres sportives. On a pratiquement la moitié des jeunes qui sont licenciés, qui sont dans un club, qui sont très nombreux. Et puis on a par ailleurs une population qui peut avoir des problématiques physiques et pour lesquelles le sport peut être une bonne réponse. Et simplement, il faut réussir à mettre en lien ceux qui ont un besoin, ceux qui sont peut-être suivis médicalement, et puis des réponses possibles sur le territoire. Nous, les maisons sport santé, on fait un peu c'est ça, le lien entre le monde médical et le monde associatif. Je serai présente tous les mardis après-midi, entre 13h30 et 16h30, pour des entretiens, des bilans de conditions physiques ou des séances même d'activités physiques adaptées en petits groupes et basées principalement sur du renforcement musculaire et un peu de la découverte d'activités aussi plus traditionnelles. Ça peut être du badminton adapté, donc avec ballon de baudruche, ça peut être du tir à l'arc, ça peut être de la pétanque, ça peut être du hockey adapté, voilà. Vraiment tout sport traditionnel s'adapte, donc du coup voilà, c'est aussi faire découvrir ce qui existe après sur le secteur. Dès qu'on évoque le terme du sport, par exemple je prends l'exemple du basket santé, dès qu'on parle de basket, les gens prennent un peu plus peur, alors qu'il y a le volet santé, donc en fait on garde juste l'essence même du sport et après c'est que des activités qui sont adaptées, des exercices qui sont adaptés aux pathologies de chacun. On a commencé à une demi-journée sur les Sables d'Olonne, c'est la plus ancienne, et on est maintenant rendu à une journée et demie, et on va très très vite passer à 2 journées. Bon, ce qui veut dire que les maisons sport santé, il n'y en a peut-être pas besoin dans tous les secteurs, ouvertes du lundi matin au vendredi soir, parce qu'il faut alimenter derrière en nombre de personnes. Donc ce qu'on a préféré jouer sur ce modèle vendéen, qui est un peu, comme je disais, unique en France, c'est d'avoir une maison mère avec des antennes ouvertes sur des créneaux horaires, et on augmente petit à petit ces créneaux horaires en fonction de la demande et des besoins. Je pense qu'il y a une véritable prise de conscience de la part des gens sur les bienfaits du sport sur la santé et de l'activité physique sur la santé. Donc la demande est de plus en plus forte. Et voilà pour le plus de l'info à retrouver ce jeudi sur TV Vendée, mais également sur notre site internet. L'extrait arrive dans quelques instants, mais avant, on parle environnement. Direction les Sables d'Olonne et tout particulièrement le quartier historique de la Chaume avec un espace naturel riche. C'est d'ailleurs là que l'on trouve la célèbre Villa Charlotte. À suivre également la pastille Mon Jardin et moi. Je pense que tous les efforts qui ont été faits pour sauvegarder cet endroit viennent de gens qui aiment les Sables d'Olonne tels qu'ils l'ont connu enfant, entre autres. Et qui sont nés ici, qui ont vécu ici, dont les familles sont ici.
Et pour le citer, je pense à Michel. Ouais. Et sans lui, cette aventure ne serait pas là. Qui souhaite conserver et transmettre. Comment ? Qui souhaite conserver et transmettre plus que tout. Absolument. Ouais. Et faire connaître. Et faire connaître. Parce que on parle de Villa Charlotte, mais on parle de Charlotte Vormez, qui avait épousé un sénateur qui l'a conduite ici, qui a été violoniste, et violoniste de... Elle aurait eu une réputation internationale, elle avait une réputation assez mondaine à Paris, parce que les gens cultivés étaient des gens qui avaient le temps, et qui... Voilà. Oui, je crois que le soleil revient. On part se perdre dans le jardin. Est-ce qu'on traverse la maison ? On traverse la maison, bien évidemment. J'emporte le plan, on amène éventuellement, le plan. qui ne sert pas à grand-chose. Qui est essentiel, ce plan, quand même. Je ne sais pas, oui. Pour expliquer aux gens qui seront devant un écran. Avant de retrouver Louis, je vous propose désormais de retrouver notre apprenti du jardin pour la minute Le Jardin et moi. La permaculture, c'est à la mode, mais on n'a rien inventé. On recherche à reproduire les méthodes de la nature dans nos jardins. Par exemple, un tournesol. On va y planter au pied des haricots rampants et un pied de tomate. Le tournesol sert de tuteur au pied de tomate et les haricots rampants gardent l'humidité dans le sol et la fraîcheur. Donc moins d'arrosage. Et si vous en avez réellement marre d'arroser, il existe l'Oya, un pot de terre cuite avec une microporosité que l'on enterre et que l'on remplit d'eau. La permaculture signifie moins d'efforts pour nous, car la nature fait le travail à notre place. Cette superposition de plantes et de légumes sont superbes pour la biodiversité, la faune et la flore dans vos espaces verts. En permaculture, on évite les pesticides et les produits chimiques. On privilégie les méthodes naturelles. Je vous propose, pour séparer les chemins de vos espaces de culture, 10 à 15 cm de déchets de tonte. Le gazon est très acide et empêche les adventices de repousser. Donc, adieu la binette. Un nouveau Bienvenue au Jardin est à retrouver samedi. Ce sera à quelques kilomètres de là, au château d'Olonne. Il est temps à présent de passer à l'extrait du jour. Et nous parlons de l'entreprise L'Alouette aujourd'hui. Installée aux Herbiers, elle a rejoint la trentaine de brasseries artisanales dans le département. Une activité qui s'est largement répandue ces dernières années. Les bières à consommer avec modération, bien sûr, ainsi que les limonades y sont proposées et tout est bio. Rencontre avec la gérante Cécile Cossard. Alors explique-nous, on voit toutes ces cuves, mais comment on fabrique une bière? On commence par quoi? Alors une bière déjà, c'est 4 ingrédients principaux. On peut en utiliser d'autres, mais essentiellement donc de l'eau, du malt, malt d'orge, malt de blé, malt d'autres céréales, du houblon et des levures. Ok. Donc c'est ce qu'on voit là? C'est ce qu'on voit là exactement. La première étape, en fait, on part du malt. Donc là, c'est du malt d'orge qui va être transformé parce qu'il va être concassé. Pour obtenir ça? Exactement. Okay. Ça va faciliter en fait l'extraction des matières qui sont à l'intérieur lors de la première étape de transformation, donc l'empâtage. Je vous montre également le houblon, donc qui se présente sous forme de granulés, de pelés. À l'origine, on est sur des fleurs qui ont été séchées et donc broyées, compactées. Et c'est plus facile à utiliser comme ça et ça prend beaucoup moins de place en stockage. Je comprends. La première étape de fabrication, donc je vous l'ai dit, il y a le concassage, mais après on passe donc à l'empâtage où on va mélanger de l'eau chaude avec les céréales concassées. Donc là, l'objectif, il est d'extraire le maximum de matière pour avoir ce qu'il faut derrière en transformation, en fermentation par les levures. Ça va aussi nous donner une base aromatique, le malt qu'on va utiliser. Oui. Donc cette étape-là, elle est importante. Elle est ensuite suivie par une filtration. Donc on va extraire la partie liquide et on va rincer plusieurs fois pour pouvoir, encore une fois, extraire le maximum de matière. On passe ensuite à l'ébullition. Donc l'ébullition, c'est une étape importante parce que ça permet de stériliser notre liquide qui, à ce stade-là, s'appelle le mou. On va aussi pouvoir intégrer, lors de cette étape-là, le houblon, donc houblon amérisant en début d'ébullition, houblon aromatique en fin d'ébullition. Et quand on utilise des épices, on peut aussi les intégrer à ce moment-là. Voilà, exactement. Okay. Donc ça, c'est une étape qui dure à peu près 1h15 chez nous. Ça marche.
Et ce nouveau numéro est à retrouver dans son intégralité aujourd'hui sur TV Vendée. Avant de marquer une page de pub et nous quitter, place au jeu. Et cette semaine, nous vous offrons de quoi vous régaler, puisque notre partenaire, c'est La Petite Soupe, basée du côté de Némy, avec un coffret. Donc, ce coffret, c'est la boîte qui fait miam qui est à remporter. Mais il y a une condition, c'est de répondre à la question de la semaine. Là, voici la question. Quel homme politique était présent à Saint-Hermine lundi dernier, le lundi 22 janvier précisément? Voici le 4e et avant-dernier indice. Cet homme politique a 53 ans. Pour jouer, c'est sur notre site internet tvvendée.fr. Bonne chance à toutes et à tous. C'est la fin de cette matinale. Merci de l'avoir suivi. L'info revient à 12h30 et ce sera avec Diane Delangle. Passez une excellente journée sur TV Vendée.